Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour du côté de l'actu, on a quelques petites fuites de dernière minute sur les Ryzen 7000X 3D, on va voir ce que ça donne, allons-y, c'est parti. Et donc on commence du côté des drivers, puisque souvenez-vous la dernière fois on avait parlé des nouveaux drivers de chez AMD pour RDNA 2 principalement, qui amélioraient les performances dans quand même pas mal de jeux. Et apparemment certaines personnes avaient rencontré des problèmes avec ce driver justement. Alors des retours qu'on a eu là-dessus, ça semblait surtout lié au fait que Microsoft avait fait une mise à jour de Windows le même jour. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais apparemment les nouveaux drivers qui viennent de sortir il y a quelques jours corrigeraient ce problème et du coup ça se passerait beaucoup mieux. Donc si vous aviez attendu pour mettre vos drivers à jour, maintenant ça devrait bien se passer. Sinon le driver en lui-même, il apporte pas grand chose celui-ci, un support officiel pour Atomic Heart et compagnie of Heroes 3. On a par contre toujours les mêmes soucis sur les drivers d'AMD, toujours les RX 7000, la consommation excessive dans certaines conditions, je trouve quand même assez incroyable que ce soit toujours pas corrigé, ça fait quelques mois que c'est sorti quand même, plus d'autres soucis au niveau de la lecture vidéo et tout ça, enfin bref, faut espérer qu'AMD continue de corriger tout ça. On n'a toujours pas non plus vraiment d'amélioration de performance pour les RX 7000 depuis la sortie, faut espérer que ça avance, puisque là pour l'instant on reste un petit peu sur notre faim. On enchaîne avec une petite news du côté des prix des GPU, et c'est intéressant puisque c'est plus ou moins ce qu'on avait déjà observé depuis quelques temps, c'est que les tarifs des GPU de nouvelle génération, en grande majorité, ont plutôt tendance à diminuer au fil du temps, et c'est ce que rapporte ce petit tableau de chez hardware.info repris sur Videocards. Et ce qui est intéressant, c'est par exemple du côté des Radeon, on a une baisse entre le mois de janvier et de février d'environ 5,6% sur les tarifs, et chez Nvidia, c'est une baisse un petit peu plus mesurée de 3%, et je trouve que même là, il y a quelques petits trucs à redire. Mais bon, ce qu'il est intéressant d'observer, c'est surtout sur les cartes de nouvelle génération, puisque par exemple la 7900 XTX, on voit que entre janvier et février, on a une baisse de pas loin de 15%, ce qui est quand même une sacrée baisse. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, la 7900 XTX, on la trouve de plus en plus au tarif MSRP, ou proche du MSRP, et même pour des cartes custom. Donc on voit que, c'est un petit peu plus simple qu'avant pour la trouver déjà, et les tarifs sont un peu meilleurs aussi. Et l'autre carte qui baisse énormément depuis sa sortie, c'est la 7900 XT, et ça c'est pas vraiment surprenant, puisque ça on le sait, depuis sa sortie, c'est une carte qui coûte bien trop cher pour ce qu'elle propose, même vis-à-vis de la XTX, elle avait pas beaucoup de sens. Du coup les ventes étaient pas terribles, et là c'est vrai que ça diminue, on a l'impression que toutes les semaines le prix de la carte continue de baisser, on verra bien où ça s'arrête. Mais c'est vrai que même là, à l'heure actuelle, on peut en trouver assez facilement aux alentours des 900€, ce qui reste très cher. Pour moi, c'est une carte qui ne vaut pas plus de 800, Mais bon, à l'heure actuelle, on est arrivé à 900, c'est déjà mieux qu'à une certaine époque. Encore un petit peu et ça deviendra un petit peu plus intéressant. Et pour le reste des cartes de chez AMD, on observe quand même que tout ce qui est Navi 21, donc de la 6800 à la 6950 XT, les tarifs semblent relativement stables. Même si je trouve que on a vu dernièrement, la semaine dernière principalement, que les tarifs par exemple de la 6800 XT ont tendance à baisser encore un tout petit peu. Et pour tout ce qui est Navi 22, Navi 23 et Navi 24, eh bien ça baisse tranquillement au fil du temps. On voit que les prix se tassent un petit peu et que ça va vers le bas, et on a vu aussi la 6500 XT, ça a pas mal dégringolé, puisque pendant très longtemps la carte tournait aux alentours des 200€, là on voit que dernièrement on est plus aux alentours des 170, voire peut-être encore un petit peu moins. Et ça reste encore assez cher pour cette carte-là dans l'absolu, puisque c'est pas un foudre de guerre, et elle a toujours été trop chère, là ça devient un petit peu plus acceptable, mais pour moi c'est pas une carte qui vaut plus de 130 balles. Du côté de chez Nvidia par contre, c'est une baisse un petit peu plus mesurée, principalement parce que on l'a observé depuis un bon moment, les RTX 3000, donc tout ce qui est 3080 jusqu'à 3090 Ti, il y en a quasiment plus nulle part, et les tarifs ont tendance à être assez élevés, donc là, ils ont mesuré une baisse de 25% sur la 3090 Ti entre janvier et février. Je suis un petit peu perplexe, puisque on avait vu aussi que la Founders Edition en 3090 Ti était restée en stock pendant très longtemps sur le site d'NVIDIA, et ça tournait aux alentours des 1300 balles. Donc là, de la voir affichée à 1600 balles, c'est pas spécialement intéressant. D'autant plus que si on compare à la 4090 qu'on trouve maintenant de plus en plus autour du MSRP européen, donc la carte est assez régulièrement aux alentours des 1850 balles, une 3090 Ti à 1600 balles, il n'y a pas trop photo entre les deux. Mais c'est quand même intéressant de voir que la 4090 glisse tout doucement vers le bas, et que les tarifs sont très proches du MSRP,
pareil pour la 4080, les tarifs ont même tendance à passer en dessous du MSRP, ce qui n'est pas vraiment surprenant puisque de toutes les cartes de nouvelle génération qui sont sorties, au niveau du performance-prix, c'est très certainement la pire, hein. Par contre, la 4070 Ti se vend pas si mal que ça en Europe apparemment, et ça s'explique aussi parce qu'en fait on a un gros trou dans la gamme GeForce actuellement en Europe, puisqu'on retrouve par exemple la 3070 aux alentours des 550 balles, et entre ça et la 4070 Ti, ben il n'y a absolument rien, puisque tout ce qui est 3080 et compagnie a totalement disparu, ou est juste beaucoup trop cher. Donc c'est vrai que si on cherche une carte avec un niveau de performance relativement élevé, et qu'on veut une carte de chez Nvidia, ben on n'a pas trop le choix en fait à l'heure actuelle, c'est 4070 Ti ou rien. Donc bref, on a très certainement des prix qui commencent à descendre très légèrement, on voit qu'on est sur une petite pente descendante. On espère que ça va continuer à aller vers le bas. On note aussi, comme bien souvent, les tarifs chez AMD descendent plus vite que chez Nvidia, fort logiquement. Et pendant qu'on parle d'Nvidia, on a aussi eu une news la semaine dernière, comme quoi il y aurait eu un accord entre Microsoft et Nvidia pour le GeForce Now. Alors, ce qui est en train de se passer, c'est qu'en gros, les jeux first party Microsoft seront maintenant disponibles sur le GeForce Now, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici, et c'était pour moi un des gros problèmes du GeForce Now, c'est son catalogue de jeux, où il y a clairement beaucoup de jeux qui ne sont pas compatibles entre guillemets, enfin même si j'aime pas ce mot là, c'est juste qu'ils ne sont pas sur le service. Donc bref, là on devrait avoir les jeux Microsoft, et si le rachat Activision Blizzard se fait, on devrait aussi voir débarquer tout ce qui est jeux Activision Blizzard, donc Call of Duty, Overwatch, peut-être World of Warcraft et tout ça, c'est pas impossible que ça débarque sur le GeForce Now à un moment ou à un autre. Alors ça vient un petit peu en même temps qu'un autre deal de Microsoft avec Nintendo pour Call of Duty, et c'est très clairement pour faire un petit peu passer la pilule du rachat auprès des autorités de la concurrence, pour montrer que Microsoft ne cherche pas à bloquer les autres acteurs du marché, puisqu'on sait aussi que Sony est très réticent à laisser le rachat d'Activision Blizzard se passer pour Microsoft, puisqu'ils ne veulent pas laisser principalement Call of Duty passer chez l'ennemi entre guillemets. Donc bref, ça va être intéressant de voir comment ça évolue tout ça, même si je pense que pour les utilisateurs du GeForce Now, c'est une plutôt bonne nouvelle dans l'ensemble. Ça fait quand même un paquet de jeux en plus qui seront potentiellement disponibles sur la plateforme, et c'est toujours bon à prendre. On repasse du côté de chez AMD avec RDNA 4, puisqu'on a un exec qui avait été interviewé la semaine dernière, et il y avait des petites infos plutôt intéressantes dans le lot. Alors déjà, on apprend sans grande surprise que RDNA 4 serait plus performant que RDNA 3, mais ce qui est un petit peu plus intéressant dans le discours, c'est qu'en gros, l'écart de performance entre RDNA 3 et RDNA 4 devrait être plus impressionnant que celui entre RDNA 2 et RDNA 3, et c'est plutôt une bonne chose, puisque bon, pour l'instant, RDNA 3, c'est quand même plutôt mitigé. Au niveau de l'écart générationnel, on s'attendait quand même à beaucoup mieux. Et personnellement, j'avais trouvé vraiment RDNA 2 hyper impressionnant à sa sortie. RDNA 3, jusqu'ici, c'est quand même beaucoup moins impressionnant, même si, au final, ce qui nous intéresse plus, c'est le performance-prix. Si RDNA 3 baisse de prix relativement vite, ça pourrait devenir plutôt intéressant, mais bref. RDNA 4, ce qu'on apprend, c'est qu'AMD continuerait un petit peu sur la même lancée qu'avec RDNA 3, donc on serait toujours sur une approche par chiplet, très probablement. Et on apprend aussi qu'au niveau de la philosophie de l'architecture, AMD restera un petit peu dans la même veine également, à savoir des compute units, donc des cœurs, des unités de calcul qui font un petit peu de tout, avec quelques petites spécialisations pour certaines tâches, puisque par exemple dans les compute units d'AMD, on a aussi des accélérateurs pour le ray tracing, on a aussi maintenant des accélérateurs pour l'intelligence artificielle sur RDNA 3 et tout ça, même si on ne sait pas encore vraiment qu'est-ce que ça apporte concrètement, ce qui est une approche assez différente de ce que font les concurrents, puisque par exemple chez Nvidia, on a les CUDA Core classiques, et à côté de ça, on a les RT Core et les Tensor Core pour tout ce qui est intelligence artificielle. Et chez Intel, c'est un petit peu la même chose, on a les cores classiques et on a les XMX Core et tout ça à côté. Donc AMD est clairement sur une approche différente des deux autres, on verra ce que ça donnera dans le futur, mais c'est très clairement intéressant de voir que les différentes marques prennent des chemins plutôt différents. Alors après, j'en ai vu certains commenter sur le fait que ici, par exemple, c'est écrit RDNA 4 arriverait dans le futur proche. Alors, futur proche, ça veut tout et rien dire, faut pas s'enflammer non plus à ce niveau-là. Est-ce qu'RDNA 4 arrivera un petit peu plus vite que ce qu'on a connu entre RDNA 2 et RDNA 3? C'est pas impossible, mais faut pas non plus attendre RDNA 4 pour fin 2023, à mon avis, ça n'a aucune chance d'arriver. Puisque bon, pour rappel, RDNA 3, on a toujours que seulement 2 cartes à l'heure actuelle, il reste encore le reste de la gamme à sortir, c'est pas pour arriver avec la suite 3-4 mois après, puisque bon, de ce qu'on a aussi entendu dire la semaine dernière,
RDNA 3, tout ce qui est 7700, 7800, ça va arriver, mais ça risque d'arriver au printemps et plus fin de printemps que début, donc c'est pas pour tout de suite du tout, ce qui fait qu'on aura très probablement une longue période où par exemple la 4070 d'NVIDIA n'aura pas de concurrence tout simplement. Enfin, pas de concurrence sur la nouvelle génération tout du moins, puisqu'on se doute bien aussi que si la 4070 nous sort plus ou moins les performances de la 3080 de la génération précédente, on a des cartes qui sont à peu près à ce niveau de performance là chez AMD aussi, avec Navi 21 par exemple. Futur GPU toujours, mais du côté de chez Intel maintenant. Alors là c'est pareil, on a eu une interview dans un podcast chez PC World d'un exec de chez Intel qui parlait un petit peu des GPU. Bon, c'était plus pour faire la promo d'Intel Arc de la génération actuelle, pour rappeler un petit peu qu'avec les baisses de prix et tout ça, par exemple là 750 est plutôt bien placé au niveau performance-prix par rapport aux cartes des concurrents, ce qui est relativement vrai. Mais bon, le plus important dans l'histoire, c'était qu'on a eu quelques bribes d'informations sur Battlemage, et quelques autres petites précisions sur certains trucs. Donc par exemple, Battlemage, bon, Intel travaille dessus, bien évidemment, c'est la deuxième architecture d'Intel Arc, et il y aurait des corrections qui auraient été faites au niveau de l'architecture, et on se doutait un petit peu que sur le Arc de première génération, il y avait quelques problèmes au niveau architecturel pour délivrer les performances théoriques, puisqu'on le sait, la 770 par exemple, c'est une puce qui devrait normalement nous offrir des performances très proches d'une 3070, puisqu'en performance brute, c'est ce qu'elle a sous le capot. Mais c'est pas ce qu'on retrouve en pratique. Alors, il y a le côté driver, qu'Intel améliore au fil du temps, et c'est très bien, mais je pense qu'il y a aussi quelques petits blocages du côté de l'architecture, du côté de la puce elle-même, ce qui fait que c'est un petit peu plus compliqué pour Intel de pouvoir offrir les performances théoriques de sa carte à l'utilisateur final. Donc bref, moi je suis très content de voir qu'Intel continue de bosser sur cette nouvelle architecture, j'espère vraiment qu'elle sera un petit peu plus au point ce coup-ci, et d'ici là, je pense que les drivers auront évolué également, et ça devrait permettre d'avoir une deuxième génération quand même un petit peu plus intéressante, surtout si le performance prix est encore une fois au rendez-vous. La semaine dernière, on a aussi eu le lancement de Sapphire Rapids, donc c'est les nouveaux Xeon sur la plateforme HEDT d'Intel. Alors la plateforme HEDT, c'est quelque chose qui avait été un petit peu abandonné par Intel et AMD depuis quelques temps. Alors ce type de plateforme, c'est un petit peu du semi-professionnel, avec des processeurs avec beaucoup de corps, qui servent surtout en application professionnelle, puisque pour le gaming, c'est pas franchement incroyable. Chez AMD, on avait eu les Threadripper, qu'AMD a quand même pas mal abandonné, la plateforme TR4. AMD avait promis quand même d'avoir plusieurs générations de processeurs, et ça n'a pas vraiment été le cas. Puisque bon, une fois qu'AMD avait l'ascendant sur Intel, sur le multithreading on va dire, AMD avait proposé du 16-core 32 threads sur la plateforme grand public, et avait quasiment plus ou moins abandonné les Threadripper, en dehors des Threadripper Pro, qui étaient quand même très très chers. Donc Intel était un petit peu en difficulté, puisqu'il n'avait pas vraiment les architectures pour concurrencer AMD. Donc bref, là Intel revient un petit peu sur le devant de la scène avec cette nouvelle plateforme. Donc on a du Xeon en workstation sur du 56 corps, des specs quand même relativement impressionnantes. Et c'est vrai qu'au niveau du coût des processeurs et des cartes mères et tout ça, c'est quand même relativement raisonnable dans l'ensemble pour ce segment du marché, bien évidemment. Ça reste très cher, puisque par exemple le processeur le moins cher, c'est le W3 2423, c'est un 6 core 12 threads à 360$, ce qui est quand même plutôt cher, puisqu'on n'est pas très très loin du tarif d'un 13700K par exemple, donc bon, ça peut être intéressant, particulièrement pour ceux qui bossent. C'est une plateforme qui intéressera ceux qui ont vraiment besoin de beaucoup de lignes PCI Express par exemple, et aussi tout ce qui est canaux mémoire, puisque là c'est du quad channel minimum, et sur les processeurs un petit peu plus haut de gamme, on va même jusque du 8 channel, donc ça fait 8 canaux pour la DDR5, ce qui devrait permettre d'avoir une bande passante mémoire quand même assez costaud. Intéressant de noter ici, c'est qu'Intel segmente toujours les versions X et non X, donc il y a aussi de l'overclocking possible sur la plateforme. Par contre, le ticket d'entrée est quand même assez élevé, puisque le premier processeur qui permet de faire de l'overclocking, c'est 1000$ minimum, et là c'est quand même assez cher, même pour un 12 core 24 threads. Donc c'est plutôt cool qu'Intel revienne sur ce marché, puisqu'il y avait clairement une petite demande, même si c'est un marché de niche, il n'était clairement plus satisfait à l'heure actuelle, et qui sait, ça permettra peut-être aussi à AMD de revenir sur le marché, puisque là, clairement, Intel est un petit peu tout seul. Et on enchaîne avec la news qui sert à rien de la semaine dernière. Alors c'est le type de news qui sortent quand il y a absolument rien d'intéressant. On sort une news qui sert à rien, ça fait du clic et ça fait quelques gros titres, comme là par exemple, on a découvert que Gigabyte avait un listing qui montrait des RTX 4070 avec 16Go, 12Go ou 10Go de RAM. Alors, vu que ça a été repris sur certains trucs,
faut pas s'attendre à ce qu'on ait des 4070 avec différentes quantités de RAM, c'est pas ce qui est prévu je pense, hein. Et dans la logique de ce qu'on a entendu dernièrement, la 4070, tout comme la 4070 Ti, on devrait avoir une carte avec 12 Go de RAM. Ce qui se passe ici, c'est que c'est un listing assez ancien, puisque par exemple la 4080 12 Go était encore présente à ce moment-là, et ça fait quand même un paquet de mois qu'elle a disparu. Et si ça n'a pas été mis à jour depuis des mois, bah on sait aussi qu'à l'époque, Nvidia était peut-être encore en train d'hésiter sur ce que serait la future 4070, et on avait entendu parler d'une possible 4070 avec 10 Go de RAM à un certain moment, même si là maintenant, on semble vraiment partir sur du 12 Go. Donc bref, une belle news qui sert à rien, c'est trop cool. Et on repasse du côté d'Intel Arc, avec apparemment la 750 qui serait livrée en grande quantité vers l'Europe à l'heure actuelle, puisque une boutique française, PC21, qui n'est pas une boutique très connue, ils auraient apparemment 1233 pièces en stock, à un tarif de 277 €, ce qui reste quand même assez cher, puisqu'on peut la trouver un petit peu moins cher dans d'autres boutiques, mais bon, c'est plus ou moins proche du tarif attendu, et c'est vrai que ça fait quand même un paquet de cartes, surtout que c'est uniquement les modèles de référence ici. Donc bon, il y aurait du stock d'A750, et c'est peut-être aussi pour ça qu'Intel a décidé de baisser le prix de cette référence, puisqu'on l'a déjà vu par exemple sur les ventes en Allemagne, Intel Arc, hein, ça se vend pas des masses comparé aux cartes des concurrents, et c'est pas vraiment surprenant, et je pense qu'Intel doit encore faire un effort au niveau des tarifs pour que ça donne un petit peu plus envie. Après, faut pas oublier non plus qu'avec les cartes Intel, on a aussi un bundle de jeux assez fourni, encore faut-il que les jeux vous intéressent, mais bon, c'est vrai que si on prend tout en compte, hein, ça peut être un deal plutôt intéressant, même si je recommande toujours pas les cartes de chez Intel pour un utilisateur lambda, puisqu'il faut toujours bien garder à l'esprit qu'il va y avoir des problèmes avec ces cartes du côté des drivers, et que ce sera pas parfait, et qu'on aura très certainement plus de problèmes qu'avec les cartes de chez Nvidia ou d'AMD. Et en parlant d'AMD, on passe maintenant du côté des fuites qu'on a eu sur les performances du 7950 X3D. Par contre, du côté du 7900 X3D, aucune news, et c'est un petit peu dommage, puisque par exemple, je sais toujours pas vraiment si ce sera du 8 corps plus 4 corps, ou si ce sera du 6 plus 6 au niveau de la configuration des chiplets. Si vous avez trouvé l'info quelque part, bon, moi je l'ai pas encore vu, j'ai peut-être raté ça, j'en sais rien. Mais bref, le 7950 X3D, performance en multithreading sur Geekbench 5 et Geekbench 6. Et ce qui ressort de tout ça, bon, c'est que c'est très proche du 7950X classique dans les grandes lignes. Et bon, c'est plus ou moins ce à quoi je m'attendais personnellement, puisque de par le fonctionnement, hein, pour rappel, le 7950 X3D, on a un chiplet avec le X3D, et un chiplet exactement pareil que sur le 7950X classique. La grosse différence, c'est que le chiplet avec le cache en plus a une fréquence de fonctionnement légèrement moindre que le chiplet classique, ce qui explique qu'en multithreading, on devrait avoir des performances légèrement en dessous pour la version X3D, mais apparemment ce serait quand même très proche dans l'ensemble. Puisque comme le montre la fuite ici en question, sur Geekbench 5, c'est légèrement au-dessus du 13900K et du 7950X, et sur Geekbench 6, là, le 7950X 3D serait légèrement derrière le 7950X classique, et je pense que c'est plus ou moins ce qu'on retrouvera la plupart du temps. Côté gaming par contre, pour le 7950X 3D, et c'est peut-être un petit peu plus intéressant et plus concret, eh bien on aurait apparemment eu une fuite du review guide. Alors le review guide, pour information, c'est les documents que fournissent les marques, quand ils vous fournissent aussi un exemplaire de test pour leurs produits. À l'intérieur d'un review guide, la plupart du temps, on a les infos sur l'architecture, parfois la philosophie sur la puce, machin, tout ça. Il y a aussi un petit peu de marketing, bien évidemment. Et on a aussi des informations sur les performances attendues des différentes pièces qu'on a à tester. Et ça permet principalement de voir si, pendant nos tests, on est complètement à côté de la plaque ou si tout se passe bien. Et si ça se passe pas bien, par exemple, du coup on peut contacter la marque pour essayer de voir d'où vient le problème, et parfois même reporter des bugs quand il y en a. Ça sert aussi à ça de communiquer avec la marque pendant la période de test. Donc bref, ce review guide pour le 7950X 3D aurait fuité. Et ce qu'on observe ici, c'est qu'au niveau des performances attendues entre le 13900K et le 7950X 3D en jeu, c'est quand même pas incroyable, puisque c'est très très proche des performances du 13900K, et on sait que chez Intel on a aussi le 13900KS qui est légèrement plus performant, ce qui diminuerait encore plus les performances, l'écart de performance entre les deux. L'autre inconnu dans l'histoire, c'est qu'on sait pas vraiment si le 13900K au niveau de la RAM est équipé de la RAM très rapide, ou une RAM similaire à celle qu'il y a sur le 7950X 3D, puisque par exemple si c'est de la DDR5 6000,
on sait que les processeurs d'Intel vont scale beaucoup plus haut au niveau de la RAM, puisqu'on peut aller assez facilement à minima sur les 7200 MHz par exemple, ce qui leur apporte encore plus de performance en basse résolution, en 1080p ici, avec de très gros GPU. Et c'est vrai qu'au niveau du choix des jeux qui ont été pris ici, bon ça me laisse un petit peu perplexe aussi, puisque c'est pas des jeux qui bénéficient énormément du 3D V-Cache, comme on a déjà pu l'observer avec le 5800X 3D. Donc en dehors de Final Fantasy XIV, qu'ils ont testé 2 fois d'ailleurs, c'est un petit peu étrange. Donc le 5800X 3D par exemple, on sait que ça marche très bien sur les MMORPG, on sait que ça marche aussi très bien par exemple sur Flight Simulator, sur Star Citizen, enfin sur plein de jeux assez spécifiques, Assetto Corsa Competition et compagnie. Ben, ces jeux ne sont pas sur le tableau, donc bon. On a aussi pas mal de jeux qui ne servent à rien, par exemple Ash of the Singularity, c'est un jeu qui ressort très souvent chez AMD dans les périodes de test, personne ne joue à jeu depuis perpète. Horizon Zero Dawn, pour moi c'est pas un exemple très concret non plus, puisque bon, déjà de base, le 7950X faisait mieux que le 13900K sur ce jeu, assez significativement, donc là que le X3D soit devant, c'est pas surprenant non plus. Donc bref, dans l'ensemble, ça paraît plutôt mitigé. Après, on a d'autres infos qui sont assez intéressantes également, puisque AMD a testé à la fois avec une 7900 XTX et une 4090, et on sait qu'en basse résolution, la 7900 XTX par exemple, au niveau du poids des drivers, c'est un petit peu plus light que la 4090, ce qui fait qu'en 1080p par exemple, il y a des jeux assez régulièrement où la 7900 XTX va plus performer. Alors après, les graphiques sont un petit peu étranges aussi sur certains points, par exemple ici, AMD n'a pas fait les tests avec le 7950X sur les jeux du bas du tableau, ce qui fait qu'AMD annonce ici 16% d'écart entre le 7950X et le 7950X 3D, mais il manque des jeux, et le 13900K lui c'est 6% d'écart. 6% d'écart concrètement du côté du processeur, c'est plutôt anecdotique. On aurait aussi des chiffres de performance en applicatif, et là c'est assez proche du 13900K, sans grande surprise également, puisqu'on le sait de toute façon c'est un presque 7950X classique. En parallèle de ça, on aurait eu une autre fuite, alors à prendre avec de grosses pincettes ici par contre, puisque ça sort de nulle part je dirais, on aurait les performances avec une 3090 du 7950X 3D, comparé au 7950X et au 13900K, et là autant dire que j'y crois quand même moyen, puisque par exemple sur Assassin's Creed Valhalla, là on aurait un gros écart entre le 7950X et le X3D, ce qu'on retrouve absolument pas dans les documents Made in AMD, ce qui est assez questionnant, hein, surtout avec une 3090. Pareil en ce qui concerne Far Cry 5, AMD a fait des chiffres sur Far Cry 6, on voit que dans l'ensemble ça rattrape un petit peu les processeurs d'Intel sans vraiment passer devant, et encore une fois on est toujours avec une 3090, de voir le X3D passer si loin devant, ça me paraît quand même assez questionnant. Pareil sur Tomb Raider, enfin bref, à voir, hein, mais ces benches là, je parierai pas dessus. Dans l'ensemble, moi ce que je retiens, c'est qu'au niveau applicatif c'est plus ou moins ce à quoi on s'attendait. Au niveau du gaming, c'est peut-être légèrement décevant, hein, puisque personnellement je m'attendais à mieux, mais après c'est vrai que les jeux qui ont été choisis, c'est pas forcément les jeux qui bénéficient le plus du 3D V-Cache, et c'est un petit peu là que moi j'attends ce futur processeur, c'est sur ces titres-là. Donc bref, on verra bien ce que ça donne du côté des tests, qui sortiront lundi, très probablement aux alentours de 15h, et on verra si du coup le 7950X 3D sera intéressant ou pas du côté du gaming, et ça nous donnera très probablement un indice sur le futur 7800X 3D. Pareil, hein, le 7900X 3D, aucune info à l'heure actuelle, et il peut être potentiellement intéressant aussi. Moi je me pose toujours la question, comme je le disais tout à l'heure, sur la configuration de celui-ci. Si c'est du 6+6, je trouve que c'est moins intéressant que si c'est du 8+4 par exemple, mais bon, ça c'est un avis perso. Enfin bref, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à faire le truc pénible de YouTube, et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Bisous à la prochaine, salut!